Donc Alexandre, en gros, a une fonction qui permet d'essayer de voir, depuis le passé jusqu'à peu près dans le futur, quel est l'impact en fait dans le business model des données, comment ça vient impacter le sport, et en fait comment ça nous amène sur un changement. D'accord? Donc on va essayer de faire la table ronde à peu près sur 3 thèmes, essayer de voir comment c'était dans le passé jusqu'à peu près maintenant, comment c'est dans le présent actuel, et essayer de s'exporter dans une vingtaine d'années. Donc la probabilité qu'on ait tous tort est complète, mais on essaiera de voir quel peut être l'impact à terme. D'accord? Vous m'entendez bien ou pas? Bon, a priori, on va se faire embêter par le café et le téléphone. En dehors de ça, ça devrait le faire correctement. D'accord? Eh ben, vas-y, Alexandre, je te laisse travailler tranquillement. Voilà. Comment est-ce que le sport et comment est-ce que les données arrivent dans le monde du sport? Et jusqu'à d'il y a une vingtaine d'années jusqu'à maintenant. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que j'ai une voix qui porte. Alors, on l'a tous constaté aujourd'hui, vous les premiers, les golfeurs, mais également d'autres sportifs dans tous les sports qui sont pratiqués aujourd'hui. La donnée occupe une place qui est primordiale parce que c'est elle qui en partie va décider de notre pratique et de comment on va se comporter sur un terrain ou à l'entraînement. Et en fait tout ça part finalement des États-Unis, comme souvent, et plus particulièrement du milieu du baseball dans les années 70, où une poignée de passionnés constatent que finalement les stratégies de recrutement et les stratégies de mesure de la performance à l'époque étaient fallacieuses parce qu'elles étaient basées principalement sur la défense, et eux se rendent compte que il est plus important d'analyser les performances de manière plutôt que... C'est bon. Donc ils se rendent compte que finalement l'apport offensif est plus important que l'apport défensif. Le problème, c'est que cette intuition-là, ils ont du mal à la prouver parce qu'ils sont en manque de données. Donc ils vont autour d'un passionné de baseball et de statistiques qui s'appelle Bill James, ils vont travailler à récolter sur le terrain des données, sauf que à l'époque, contrairement à aujourd'hui où on utilise des outils informatiques et statistiques qui vont permettre de collecter massivement de la donnée, à l'époque ils font tout à la main. Donc ils sont envoyés sur tous les terrains de baseball des États-Unis, de la Ligue majeure, et ils vont montrer finalement que leur nouvelle approche, basée sur l'attaque plutôt que sur la défense, apporterait des résultats meilleurs au club. Le problème, c'est que cette personne, Bill James, est un peu isolé, et que le baseball est un sport de lobby, avec de grands propriétaires qui investissent des millions de dollars à l'époque, et ils continuent à recruter des joueurs à vocation défensive plutôt que des joueurs à vocation offensive, jusqu'au jour où, à la fin des années 90, un joueur de baseball, un ancien joueur de baseball un petit peu avec un profil atypique, devient le general manager de l'équipe d'Oakland, des Athletics d'Oakland, et a lu, pendant sa carrière de joueur de baseball, a lu les papiers produits par Bill James, et décide d'appliquer à la lettre cette méthode dans un club qui est un des clubs les plus pauvres des États-Unis, les Oakland Athletics, et qui, grâce à cette méthode d'analyse des données, va obtenir des résultats qui sont incroyables à l'époque, puisque ce club va enchaîner les victoires. À l'heure actuelle encore, le record de victoires consécutives qui est de 20 victoires. Il faut savoir qu'au baseball, enchaîner les victoires, c'est très compliqué, puisque c'est un sport particulier. On fait 162 matchs sur une saison en 8 mois. Donc enchaîner 20 victoires, c'est juste incroyable. Et il a réussi, en étant un des plus petits budgets du baseball, de la Ligue majeure de baseball, à qualifier plusieurs fois l'équipe pour les playoffs. Alors pour la petite histoire, cette équipe s'est fait éliminer hier soir par une autre équipe qui a un petit peu la même philosophie. Donc ça marche pas à chaque fois. Et en fait, ça marche pas. Pourquoi? Parce que au début des années 2000, quand le modèle développé par Bill James dans les années 70 est mis en application par Billy Beane
au début des années 2000 a porté ses fruits, forcément, les autres clubs qui étaient dans la même situation que les Athletics d'Auckland ont mis en pratique cette approche qu'on appelle la sabermétrique. Sabermétrique, c'est un néologisme qui est issu de l'acronyme SABER, qui est la Society of American Baseball Research. C'est le centre de recherche qui produit de la statistique pour le baseball. Et en mettant en pratique, finalement, de manière générale ou massive, cette approche, les clubs ont changé leur point de vue sur l'utilisation de la data et sur l'utilisation des statistiques, et donc ont recruté des joueurs à vocation offensive, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie nouvelle d'utilisation de la data s'est diffusée à l'ensemble des sports américains dans un premier temps. Le football américain, le baseball, le basketball, pardon, le hockey se sont emparés de cette approche, on va dire, analytics, où la donnée joue un rôle très important. Et qu'aujourd'hui, les grands clubs des autres sports, les grands clubs européens de football, par exemple, utilisent cette approche analytics. Et cette approche-là, elle s'incarne à travers notamment le recrutement dans les clubs de profils nouveaux qu'on voit aussi dans les grandes entreprises, qui sont l'arrivée massive des data scientists qui vont finalement assister à la fois le club dans sa gestion sportive, c'est-à-dire quel profil recruter, pourquoi recruter ce joueur-là plutôt que celui-là, en fonction de critères objectifs qui sont des critères issus de la donnée, mais également dans la gestion quotidienne d'un point de vue performance, c'est-à-dire que ces data scientists vont épauler les entraîneurs et les coachs lorsqu'il va falloir faire des choix tactiques sur le terrain. Maintenant, il y a des entreprises qui aident les coachs à construire leur équipe en fonction des profils de chacun des joueurs. Et aussi, cette approche data, elle va être importante dans l'univers de la santé, puisque les médecins, le corps médical, les kinés vont utiliser également toutes ces datas pour à la fois améliorer la performance, mais également améliorer le suivi de la santé du sportif, pour faire en sorte que celui-ci se blesse moins et donc que globalement il soit beaucoup plus performant. Et donc aujourd'hui, la data est clairement entrée dans les usages, que ce soit au niveau individuel du sportif. On voit les applis qui aident à la performance, vous en utilisez tous, mais également les clubs, que ce soit dans la gestion de la performance, la gestion du club en lui-même, et également de plus en plus, on voit que la data va permettre au club de repenser sa relation avec les supporters. Merci. Pour les filles qui seraient pas super fans en gros de football américain, sachez qu'en gros cette histoire a été filmée, enfin ils en ont tiré un film qui s'appelle Le Stratège, avec un magnifique acteur qui s'appelle Brad Pitt. Donc à défaut au moins d'être intéressé par le sport américain, vous pouvez au moins trouver le simili de l'histoire avec un assez bon casting. Ça reste stateux, ça reste sportif, mais ça reste assez sympa pour ceux qui aiment Brad Pitt. D'accord. Donc d'un sport américain traditionnel, le baseball, on va découler vers le monde du golf, qui est un sport européen, mais quand même traditionnellement américain quand même. Alors Martin, le golf a quand même un peu changé. Donc il y a quelques années, en gros, on pouvait espérer gagner des personnes qui avaient une cinquantaine d'années, fumant un cigare, n'imaginant même pas ce qu'était une salle de sport. Dorénavant, en gros, on aperçoit qu'on commence à avoir des petits jeunes bien sportifs. En gros, comment toi, au niveau du golf, tu es capable de nous dire l'impact sur les 20 ou 30 dernières années aussi, même système, sur en quoi les données changent, que ce soit l'entraînement, les données, la préparation? Bonjour à tous. Déjà, moi je suis Martin Coulon, je travaille au journal du golf et à l'équipe, donc à la base je suis un scientifique des mots, juste moi les chiffres c'est pas trop mon domaine, même si c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que ça fait 15-20 ans que je travaille dans ce milieu-là, et c'est évident qu'entre le début de ma carrière et maintenant, c'est le jour et la nuit. Ton introduction était à ce niveau-là ultra pertinente, et dans mon milieu, c'est vraiment ça qui prédomine. Le golf à la base, c'est un sport de comptable, j'ai envie de dire. C'est un sport qui se prête vraiment à l'analyse chiffrée. On peut analyser tout. On peut analyser par rapport à des distances au trou, par rapport à une attitude, par rapport à une longueur de trou, etc.
Et de plus en plus, on a vu arriver, et moi j'ai vu arriver clairement sur le terrain, l'arrivée de ces fameux data scientifiques, enfin ces analyses des data pures, et on se rend compte que ce qui était auparavant un sport un peu où on levait un peu le doigt dans le vent pour voir comment est-ce qu'on pouvait être un peu plus performant, où il y avait les talentueux, les besogneux et le reste, c'est plus du tout le cas. Maintenant, il y a vraiment cette notion tant dans l'entraînement que dans la performance pure, de compréhension de ce que les joueurs font. La data, elle est plus que prépondérante. Évidemment, il y a énormément d'outils scientifiques et même d'outils technologiques qui aident à ce recueil constant de données. Il y a de plus en plus on parle d'un outil qui s'appelle le TrackMan, qui est un outil une sorte de radar, qui est un espèce de radar Doppler, qui chope un nombre de données sur les vols de balles, sur comment la balle est frappée, qui permettent aux joueurs de quantifier sur chaque coup, quasiment, à l'entraînement, puisque c'est pas autorisé en compétition quand même, pas encore, de quantifier ce qui se passe et ce qu'ils font concrètement, et avec des données mais plus que délirantes. Enfin, je veux dire, sur un seul swing maintenant, des analystes de swing, des coachs ou quoi sont capables de sortir 80-90 données, donc ça devient un peu du délire. Donc c'est presque un petit peu too much de temps en temps. Et moi, il y a quelques temps, il y a peut-être 2-3 ans de ça, j'avais fait un premier papier sur moi ce que j'avais appelé la révolution data dans le golf. Et j'avais interrogé pas mal de super grands joueurs européens, puisque j'étais à la finale de la Race to Dubai, qui est le tour européen, donc c'est on va dire la fête de fin d'année des meilleurs joueurs européens. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point des joueurs que j'estimais moi être des joueurs de feeling, des joueurs espagnols, des joueurs dont j'avais l'impression qu'ils fonctionnaient un peu au dos mouillé, fonctionnaient énormément avec la data, surtout pour être plus efficient dans la façon dont ils s'entraînent. Je vais pas forcément rentrer dans des détails qui vont pas intéresser les non-golfeurs. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns dans la salle, ça c'est cool. On pourra en discuter un peu plus tard après, si vous voulez. Mais il y a vraiment cette prépondérance de quantifier la façon dont on peut progresser, parce que on en reparlera, j'espère, enfin je crois un peu plus tard, de ces data scientifiques et de ces data analyses, de ces gens qui compilent et qui sont des performance coach, comme ils aiment à s'appeler, et qui aident vraiment les joueurs à améliorer de façon parfois très simple et presque un peu débile, mais quantifier sur des datas très précises la façon dont ils ont de s'entraîner, et donc de mieux cibler la façon dont ils s'entraînent, tant golfiquement d'ailleurs que physiquement. L'utilisation de la data, elle est quotidienne, que ce soit pour les golfeurs d'ailleurs, mais même pour moi dans mon métier, pour arriver à expliquer, à quantifier, à faire comprendre une performance. Parce que mon métier, pour moi, c'est humaniser une performance dans tous les sports, mais en golf en particulier. La data et la façon dont les joueurs performent ou non, comment dire, c'est important pour moi d'avoir des statistiques au-delà des simples statistiques qu'on avait l'habitude d'utiliser, comme je parle des green touches en régulation, du nombre de fairway touchés, du nombre de putts par partie, etc., qui peuvent être des statistiques pas forcément très parlantes, avec des notions comme, je ne sais pas si on en parlera peut-être un peu plus tard, mais des notions comme le stroke gain putting, qui est une espèce de façon qu'on a de quantifier la performance du joueur par rapport au reste du champ sur une épreuve donnée. Ça permet d'avoir des analyses beaucoup plus fines et une compréhension beaucoup plus intéressante, et donc de retranscrire et donc de humaniser encore plus les performances de ces joueurs, de ces grands joueurs-là. Donc la data, elle est prépondérante, que tant pour les professionnels qui jouent sur le terrain que pour nous qui essayons de les décrypter. Voilà. Merci. Donc on va essayer de pas trop jargonner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un golf, on part d'un petit départ. On a un fairway qui est la zone qu'on cherche à atteindre. Si on le rate, en général, on est un peu pénalisé par des herbes qui nous embêtent, qu'on appelle un rough. Ensuite, on essaie de toucher un green, le truc qu'on appelle un vert, d'accord, là où il y a le trou, d'accord. Donc ça ressemble à un mini-golf. Et dans l'esprit, en gros, l'objectif est d'essayer de minimiser le nombre de coups pour atteindre le trou en question, d'accord. Bon, on n'y arrive pas toujours, mais on essaye au moins. On a vu donc le sport professionnel, enfin globalement, on a vu le sport pro avec le golf. Maintenant, on va essayer de voir quel est l'impact sur les particuliers. Donc Guillaume, tu as créé une société qui s'appelle Digitalize. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ce que tu fais de ces données? Je ne parle pas plus de ton business, je te laisse faire. Bonjour à toutes et à tous, donc Guillaume Ferrigoto, je suis un des cofondateurs de Digitalize. Nous, on crée ce qu'on appelle des conseillers virtuels, alors pour tout type de secteur, mais là on va se concentrer sur la partie sportive. L'idée, c'est de faire le lien entre les données personnelles du pratiquant et toutes les caractéristiques techniques des produits
Donc, ce qui est la base finalement du pratiquant. Effectivement, on a parlé de la pratique, c'est important, mais la première chose que va chercher à faire un pratiquant, c'est de s'équiper. Et il faut aussi bien penser à s'équiper en fonction de quand on est plutôt amateur, débutant, confirmé, etc. Et en fonction des recherches que l'on a. Est-ce que c'est de l'amélioration de performance? Est-ce qu'on revient de blessure et du coup il faut qu'on minimise la récidive de blessure ou même diminuer les risques de blessure? Donc nous, ce qu'on a fait là-dessus, c'est pas sur le golf pour le moment, c'est plutôt sur la partie course à pied. Je sais pas s'il y a des coureurs, j'espère un petit peu par ici. On a créé notamment un premier site, je parlerai du deuxième par la suite, c'est en lien avec ce que disait Alexandre aussi tout à l'heure, on le verra. Donc c'est Fit My Run, en fait l'idée là-dessus c'est de venir poser tout un tas de questions qui cernent le profil du pratiquant, ses besoins, ses attentes, est-ce qu'il a des antécédents pathologiques ou non, est-ce qu'il est en recherche de performance aussi ou pas. Et voilà, tout un tas de données, et nous on est venu analyser en fait tout ce qui existe et qui a été éprouvé scientifiquement sur les caractéristiques techniques des chaussures qu'il faut analyser. On y a passé du temps, hein. On a mis 1 an et demi à analyser 3000 chaussures, c'est très très long, croyez-moi, et on a créé tout un système algorithmique de matching entre donc les données personnelles du pratiquant et les caractéristiques techniques de chaque chaussure. On a été appuyé là-dessus par des partenaires assez importants qui sont des experts finalement en prévention de risque des blessures en course à pied, qui sont des scientifiques et donc on a épluché avec eux tout un tas d'études là-dessus pour peser justement des données qui, comme le disait Alexandre, sont objectives et contrairement à ce que peuvent faire parfois certaines marques, je ne donnerai pas de nom, des données qui sont très marketing. Donc au lieu de se baser justement sur des données subjectives, on se base sur des données objectives, comme je le disais, et on a tout un tas de données qui nous permettent de faire des recommandations très précises sur chaque typologie de produit et finalement d'améliorer soit la performance et diminuer donc les risques de blessure. Si. Donc maintenant qu'on a vu à peu près comment ça se passait plutôt dans le passé jusqu'à, on va dire ça, les données actuelles, on va essayer de se projeter à 5 ans, d'accord? Bon, on rentre dans le mode un peu de science-fiction, mais l'objectif c'est qu'on a des intervenants qui connaissent bien leur business et sur lesquels, en gros, probablement que les choses qui arriveront d'ici 5 ans sont déjà en train d'émerger, d'accord? Donc moi, d'un point de vue, on va appeler ça purement spectateur, je constate que l'arrivée des outils électroniques commence à arriver même dans des sports rétrogrades, genre le foot, où par exemple, en fait, on commence à avoir accès à la VAR, d'accord? Donc l'utilisation de données en live, d'accord? Bon, parfois ça reste pas compréhensible. Et la question c'est, en gros, est-ce que tu penses que, par exemple, ça peut se déployer à long terme? Est-ce que, par exemple, d'ici 5 ans, on peut ne plus avoir d'arbitre sur un match de foot et tout avoir dans un camion? Voilà, laissez libre cours à votre idée, personne ne jugera, promis, hein, d'accord? Et puis voilà. Alors, bonne question. Bon, 5 ans, c'est demain. Donc, moi, personnellement, je pense que globalement, le sport aura pas en 5 ans le temps d'effectuer une révolution très importante. 5 ans, comme je le disais, c'est demain. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours plus de numérique. Pour autant, on ne peut pas s'attendre à avoir des sports entièrement robotisés. Dans 5 ans, on est loin d'être à ce stade-là. Même si ça peut effrayer certains. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Bordeaux, on a des centres de recherche qui travaillent sur la robotique et qui participent à ce qu'on appelle la RoboCup, qui est une compétition de robots humanoïdes, entre autres, qui jouent au football. Donc ça peut, d'ailleurs ça angoisse beaucoup de monde. Est-ce que ces robots humanoïdes vont finir par remplacer les footballeurs? On en est loin. Pour l'instant, c'est de la recherche qui est théorique et opérationnelle sur ces robots-là. On est loin d'avoir encore des matchs de foot entièrement robotisés ou des sports entièrement robotisés, en tout cas pas à 5 ans. Par contre, la question de l'arbitrage me semble assez intéressant et important, parce que comme tu le disais, on a vu apparaître il y a quelques années maintenant l'utilisation de la vidéo de l'arbitrage assisté par la vidéo dans le football, avec son lot de polémiques, bien entendu, hein, il y a toujours les pros et les contre, mais on voit que c'est une vraie tendance, hein, puisque les grandes instances du football ont adopté cette technologie-là, et c'est une technologie qui en fait est très récente dans le football, mais qui par exemple est utilisée maintenant depuis de nombreuses années dans le tennis,
puisque on a constaté la disparition des juges de ligne qui ont été remplacés par un arbitrage, on va dire, vidéo et par capteur, où on a les fautes de ligne qui sont informatisées, qui sont captées par de l'analyse vidéo et par des capteurs, et donc avec des risques d'erreur qui sont diminués par rapport à l'œil humain. Donc c'est la grosse question de l'arbitrage, c'est toujours l'erreur humaine en fait. C'est-à-dire que est-ce que finalement dans des sports qui sont des sports de plus en plus des sports business où il y a des grands enjeux financiers derrière, que ce soit dans le football ou dans le tennis ou même dans les sports américains, on voit que les enjeux sont tels que l'erreur, il faut qu'elle soit minimisée pour avoir finalement le moins de risque de perdre de l'argent. Et donc on va plus faire confiance à la machine qu'à l'humain pour prendre des décisions. Donc on voit qu'on a cette tendance-là d'effacement de l'erreur humaine remplacée par une objectivation de la performance, parce que les capteurs et les ordinateurs finalement vont être mieux à même de juger un événement que l'œil humain, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une erreur, est-ce que la balle, lorsqu'elle va entrer en contact avec le sol, le capteur va être au millimètre près, alors que le juge de ligne au tennis, lui, il devait juger une balle qui arrive à près de 100 km/h sur une ligne, c'était très compliqué, donc il y avait beaucoup d'erreurs. Donc en fait, la machine va apporter, via la data, finalement, va apporter une forme d'objectivation. Alors, bien entendu, on peut rétorquer que finalement l'erreur fait partie du sport également, donc on peut avoir une vision un peu romantique du sport, une vision un peu romantique de l'erreur d'arbitrage qui fait partie du sport et qui finalement fait pencher la balance un peu du côté du perdant parfois, un peu du côté du vainqueur à d'autres moments. Et en plus, si on regarde un petit peu dans l'histoire du sport, ces erreurs d'arbitrage, finalement, elles sont constitutives de la légende du sport. Souvenez-vous, la main de Maradona en 86 contre l'Angleterre. La main, l'arbitre l'a pas vue. Nous, les spectateurs, parce que on avait la vidéo, enfin pour ceux qui étaient nés, bien entendu, et qui avaient l'âge de regarder du football, en direct, on a vu que la main était évidente. Maradona l'a reconnu, quasiment quand il a fêté son but, il l'a reconnu. Et pourtant, le but a été validé parce que l'arbitre ne l'avait pas vu, les arbitres de ligne au foot ne l'avaient pas vu non plus. Et c'est entré dans la légende comme étant la main de Dieu. Donc il y a toute une histoire, finalement une mythologie qui est associée à cette histoire-là, avec un arbitrage vidéo. Aujourd'hui, la main de Dieu, on n'en parlerait plus. Le but aurait été refusé et le match aurait continué. Et peut-être finalement que les Anglais auraient remporté le match. Donc il y a quand même une grande partie de la population qui est encore dans cette mythologie-là de l'erreur humaine, qui participe finalement à la décision finale. En tout cas, ce qui est sûr, pour terminer, c'est que avec l'explosion de ces nouvelles technologies-là, des capteurs, de la production de données, on va quand même aller vers un effacement de l'humain dans les décisions d'arbitrage et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus rationnel, de beaucoup plus scientifique et laisser de côté l'aspect humain du sport et finalement de l'arbitrage. Bon, je suis sûr qu'un certain nombre de passionnés de foot vont être contents éventuellement d'ici 5 ans d'avoir des humanoïdes. Au moins, ça rattrapera un but et ça sera peut-être éventuellement frapper un cadre. Tout à l'heure, on a parlé du Tour européen et de la Race to Dubai. Sachez qu'un certain nombre de tournois du Tour européen en golf sont organisés en gros dans les pays qui payent. Qatar, Arabie Saoudite, Race to Dubai, d'accord ? Ne vous inquiétez pas là-dessus, on n'a pas fait de néologisme. Martin, il y a quelques jours, le Tour européen, donc qui gère en fait le golf européen,
a changé de logo, essaye de signer des accords avec en fait un genre de real life timing, ce qui fait que si moi je suis devant mon PC cinglé en train d'essayer de suivre un joueur français, je peux quasiment essayer de deviner combien de mètres il a fait, combien il lui reste à faire. Et en gros, ça commence à arriver très très fort aussi dans le monde du golf, mais vis-à-vis de moi, public. Et toi, quelle est ta vision de ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut attendre éventuellement des cadets? Donc en gros, pour les gens qui connaissent pas un cadet, on a souvent l'image que c'est juste quelqu'un qui porte un sac. C'est peut-être vrai que pour moi, pour les joueurs professionnels, c'est un vrai instrument. Martin, toi, comment tu imagines le golf dans 5 ans? Pour le professionnel, pour le cadet, pour moi? Vaste question. J'ai pas une boule de cristal, pas encore du moins. Pour compléter ce que tu disais sur le rôle du cadet et pour faire un peu le lien sur le sujet d'aujourd'hui, le cadet, non seulement c'est un porteur de sac, non seulement c'est un conseil de premier rang, c'est un peu le premier relais du coach sur le terrain, mais c'est aussi et surtout le premier recueil statistique du joueur. C'est-à-dire que aujourd'hui, les cadets, sur chaque coup, enfin peut-être pas tous les cadets, mais en tout cas ceux qui sont vraiment, dont les joueurs sont vraiment à bloc sur le recueil de données, le recueil de stats pour avoir une analyse très fine de ce qu'ils font jour après jour. Les cadets sont les outils de recueil de statistiques, c'est-à-dire de pas juste il a fait 4 coups sur tel trou ou autre, c'est tel coup est parti à tel endroit, a fait telle distance avec tel club, il y avait tel vent, telle limite pression d'air, etc., etc. Et toutes ces données sont compilées jour après jour et après jour après jour et après semaine et après semaine et après mois et après mois et après saison pour faire de l'analyse pure et dure de justement là où le joueur pêche ou non. Donc à ce niveau-là, à la base, le caddie, il est super important et il est d'autant plus important que le recueil de données devient de plus en plus important, etc., etc., etc. Où va le golf dans les prochaines années? Pour faire un peu le lien sur ton intervention, Guillaume, je pense qu'on va garder quand même cette glorieuse incertitude du sport, je l'espère en tout cas. Mais l'idée, c'est de minimiser, encore une fois, ce que j'appelle le doigt mouillé, c'est-à-dire comment je m'entraîne, quelle est la façon qui va me permettre d'être le plus performant, physiquement parlant, golfiquement parlant, mentalement parlant même. Je fais un petit aparté sur le côté biomécanique et le côté physique dont tu parlais en préambule, Gurvan. C'est évidemment le golf devient un sport de plus en plus physique, comme la plupart des sports. Ce qui est très intéressant de noter dans le golf en particulier, c'est que de plus en plus, on a des recherches sur la biomécanique du mouvement qui deviennent de plus en plus poussées, avec plein d'outils technologiques du style, évidemment, capteur à haute fréquence, caméra à haute vitesse, capteur de pression, pour avoir vraiment des données très précises sur comment le joueur fonctionne et comment il peut être de plus en plus performant pour lancer au final cette balle le plus loin possible, le plus souvent possible, le mieux possible, le plus précisément possible. Donc de plus en plus les entraîneurs, les coachs techniques s'appuient sur des spécialistes du recueil de données entre guillemets balistiques avec ces radars de mesure qu'on appelle Trackman, Flightscope ou autres, de ces coachs précis sur tout ce qui est plaque de force pour avoir une idée de comment le corps fonctionne de mieux en mieux, et aussi sur des données purement physiques de comment le joueur peut être plus élastique, plus performant, plus impactant dans ce qu'il fait, et donc dans la façon dont il peut s'entraîner physiquement. Donc il y a une vraie interaction entre ces différents domaines de compétences, que ce soit scientifique, statistique, technologique ou autre. Donc le golf devient de plus en plus un sport comme ça, ultra technique, ultra technologique, bien plus qu'on ne le croit ou qu'on pouvait le penser. Et du côté du spectateur, puisque tu en parlais un petit peu tout à l'heure, puisqu'on est comme toi, je suis peut-être un peu plus près que toi des joueurs, mais je reste spectateur, je suis pas un acteur, j'ai pas les clubs en main. On aura une connaissance ou une perception bien plus fine de ce que vivent les joueurs sur le moment T. C'est déjà un peu le cas dans les retransmissions télé où de plus en plus il y a le vent direct, il y a quasiment les pressions atmosphériques, les déclinaisons de terrain, la distance exacte au drapeau. Il y a de plus en plus de notions comme celle du shot tracer, qui est cette technologie de caméra haute vitesse qui prend la balle et qui permet de la dessiner à l'écran pour voir exactement la trajectoire qu'elle prend. De plus en plus, il y a des trackman sur les terrains, donc ces fameux radars de mesure qui permettent en direct de voir ce que la balle du joueur a fait sur l'instant T. Donc il y a une expérience utilisateur ou une expérience spectateur qui devient de plus en plus inclusive, j'ai envie de dire, et ça va faire que s'accentuer. Les principaux circuits mondiaux ont investi énormément dans justement ce recueil de données, ces notions de trackman et autres
pour que l'expérience spectateur soit la plus riche et la plus immersive possible, pour qu'on soit quasiment à côté des joueurs et qu'on sache exactement ce qu'ils ont fait au moment T. Donc ça va ne faire que s'accentuer. Moi, le seul truc que j'espère, c'est qu'on va quand même garder un peu l'humain au milieu de tout ça, et que l'humain pourra profiter de ces avancées technologiques sans devenir une espèce de robot un peu sans saveur, un peu robotique, un peu chiant, on va se le dire. Hein. Il faut quand même garder des joueurs qui tapent des clubs par terre et qui crient un peu dans tous les sens, et que ça reste un peu un jeu malgré toutes ces données, malgré évidemment les enjeux financiers énormes qu'il y a derrière ça. Donc c'est un peu le petit mix qu'il va falloir trouver entre être très très performant mais rester encore un peu vivant, quoi. Donc si je suis un fan de golf, ça veut dire que ma conjointe doit se préparer au cours des prochaines années à me voir de plus en plus de temps passé devant un télé, quoi, grosso modo. Et en étant de plus en plus à l'intérieur du champ. Désolé. Guillaume, donc tout à l'heure on a parlé de la partie client. Moi, je veux acheter, je veux faire du running pour essayer de perdre du poids. Qu'est-ce qu'il me faut comme modèle de chaussures? Et maintenant, on va attaquer l'autre partie de ton business. C'est en gros, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que moi, je me traumatise moins, et comment ça se passe en gros avec des praticiens? On s'est rendu compte effectivement, par rapport à tout ce que je disais tout à l'heure sur la partie scientifique de ce qu'on faisait, c'est qu'il y a beaucoup de kinésithérapeutes, podologues, médecins du sport, ostéopathes qui utilisaient finalement la solution avec leurs patients. On a cherché justement à discuter avec eux et avoir quelque chose un outil qui serait encore plus spécifique et qui répondrait encore plus à leurs besoins, et en se basant notamment sur certaines spécificités, parfois des formations qu'ils peuvent suivre, qui ont des courants de pensée qui peuvent être différentes. On s'est rapproché du coup d'organismes de formation dans ce sens-là, donc toujours sur la course à pied pour le moment, et on crée des modules, des algorithmes finalement qui sont différents et adaptés à chaque fois par rapport à ces courants de pensée-là. Et du coup, le praticien, alors une donnée qu'il faut savoir déjà, c'est que 70 à 75% des coureurs se blessent chaque année. Donc, ils vont souvent passer chez un praticien derrière. Et le praticien, il est à même effectivement de faire tout le protocole de réathlétisation, de réhabilitation pour que la personne revienne. La difficulté, par contre, c'est que lui, il n'a pas le temps de s'occuper de l'analyse de tout ce qui est chaussures, notamment pour la course à pied, qui est un des éléments, pas forcément le plus important dans la diminution des risques de blessures, mais ça en fait partie. Et donc nous, on fournit finalement ce service-là. La solution, c'est un petit peu le même nom que Fit My Run, c'est Fit My Care en fait. Et le praticien donc va faire toute l'analyse de son patient. Donc comme il a l'habitude de le faire, il va analyser pas mal de données, et ces données-là vont être rentrées finalement sur notre solution et vont derrière lui permettre de faire donc toute la réathlétisation, le ramener donc vers le terrain de jeu, donc que ce soit trail ou route, mais en plus en lui faisant la recommandation donc d'un équipement qui va lui permettre de moins retourner chez lui. Alors on leur enlève peut-être un peu de business au kiné, etc. Mais généralement ils sont quand même assez pleins, donc c'est pas trop une problématique. Donc voilà, derrière c'est toute cette idée-là, et ce qu'on pourra rajouter, j'en parlerai par la suite aussi, c'est que comme le disait tout à l'heure Martin Alexandre, c'est qu'il y a de plus en plus de technologies qui sont ajoutées aussi. Les montres, toujours pareil, je ne sais pas si vous avez déjà vu des montres de course à pied à l'heure actuelle, c'est bourré de gadgets et d'informations où les gens ne savent pas forcément quoi en faire. Si je parle d'oscillation verticale, de cadence de pas, etc., il y a plein de coureurs qui ne savent pas quoi faire de ces données-là. Elles sont hyper importantes. Tu parlais tout à l'heure de biomécanique. C'est hyper important à analyser finalement par rapport à des traumatismes qu'on peut subir en sport. Et la plupart des gens ne savent pas quoi en faire. Nous, on sait quoi en faire. Donc cette donnée-là, on peut la traiter. Et elle est assez majeure justement pour accompagner les coureurs dans leur pratique. Et c'est vrai d'autant plus, comme on le disait, sur d'autres sports. Je pense que le golf, on y viendra peut-être, j'espère un jour. Il y a tout un tas de données qui sont difficilement analysables comme ça. Ça paraît très complexe, et au final, il y a possibilité de faire des choses assez canons pour justement accompagner le sportif dans sa pratique, et du coup au travers parfois des praticiens, puisqu'ils voient pas mal de sportifs aussi au quotidien. Pour respecter les horaires contraints de notre petite matinée, je vais essayer de modifier en gros la table ronde. Il nous reste à peu près 5 minutes. Donc soit vous avez des questions dans la salle ou sur Facebook, et on les prend et on les traite avec plaisir. Et il n'y a pas de honte à poser des questions qui semblent bêtes, bref. Soit il y a des questions, s'il n'y a jamais il n'y a pas de questions, on continue en essayant de faire un peu plus court sur ce qui pourrait arriver d'ici une quarantaine d'années. Je vais vous donner mon micro.
Bonjour, Françoise Moreau, Société Arcapfi. Aucun de vous n'a parlé des objets connectés. Il existe des chaussures connectées. Je ne sais pas ce qu'il existe au golf en matière d'objets connectés. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations à ce sujet ? Alors, moi, je suis pas un méga grand spécialiste des objets connectés, mais ouais, il existe des objets connectés au golf. Il y a pas mal de marques qui commencent à mettre des capteurs pour comprendre ce que fait chaque joueur, des capteurs sur chaque club en fait. Je crois que c'est Arcos qui fait ça, il me semble. Et c'est un petit capteur gyroscopique qui permet de recueillir quelques données assez précises pour pas trop cher sur ce que fait le joueur quand il swing, quoi, pour avoir des données sur la vitesse de la tête de club, sur pas mal de données qui permettent de comprendre un peu mieux ce qu'on fait. Donc oui, les objets connectés, ça existe dans le golf. Pour moi, ça s'apparente un peu trop à des gadgets ces derniers temps, parce que le vrai souci, c'est pas forcément d'avoir l'objet connecté en soi, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on veut en dire. C'est toujours le problème avec la data et la donnée au sens large du terme. Bien sûr, il existe des objets connectés, on vient d'en parler, mais moi qui suis pas un prof de golf, si j'ai sur un swing, je dis une bêtise, entre 10 et 80 données, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce que je cherche à comprendre, quoi, en fait ? Et à la base de la base, les outils existent. Ils sont très très nombreux. Ils tendent à se développer du super coach vers le pratiquant lambda, vous et moi. Je sais pas si vous jouez au golf. Mais c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dire à ces données-là et surtout qu'est-ce qu'on recherche ? Moi, pour moi, c'est le principal problème que je vois dans ce développement des outils connectés et ou de la data, et c'est un peu ce que tu disais sur les chaussures. Ça va être la même problématique pour FitCare et FitMyRun en fait, c'est-à-dire que la flux de données ne permet pas de résoudre un problème. La flux de données permet de donner des informations aux praticiens ou aux spécialistes, et après en fait le problème c'est de savoir si on est prêt nous à aller prendre, on va appeler ça de l'information supplémentaire et des coûts supplémentaires pour pouvoir avoir un décryptage de ces données. Alors, juste pour rebondir, effectivement, il y a des chaussures connectées, il y a des semelles connectées, il y a des montres connectées. Effectivement, c'est ce que disait Martin. Il y a plein de données qui sont récupérées. La plupart des gens, les semelles connectées, il y a FitMe qui fait ça très bien. Le problème, c'est que on récolte des données. C'est tant de pourcentage d'appui avant-pied, médio-pied, talon, telle pression sur le côté, etc. Mais en fait, le coureur, il va pas savoir quoi en faire et ça veut pas dire grand-chose sans un autre ensemble d'autres données ou seul, en fait, ça sert pas à grand-chose. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'il faut pouvoir l'analyser dans un tout. Et pour l'instant, alors moi je parle parce que on parle plutôt directement donc, au coureur final. Hein. Les gens ne savent pas forcément quoi en faire, quoi. On a tout un tas de données, mais c'est compliqué. Donc j'en parlais un peu avec les montres. Je n'ai pas effectivement parlé des chaussures connectées, semelles connectées, mais c'est la même problématique. C'est tout un tas de données qui sont difficilement analysables finalement par la personne qui traite moins ces informations au quotidien et qui peut prendre du temps à analyser, quoi. On a peut-être le temps pour une dernière question. Est-ce que ça... Il y a quelqu'un qui est tenté ? Non. Eh bien, écoutez, je vous remercie bien pour cette journée. On va continuer avec le pitch et challenge. Bonne chance aux présentants. Et puis, merci de votre attention. Bonne journée.